Et pour ce nouvel entretien, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Allégret-Pilot. Vous êtes déjà venu cette semaine, Alexandre Allégret-Pilot ? Bonjour, c'est ça, mais là en physique cette Oui, fois. exactement, en physique et sur un autre sujet. Alors, vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux l'autre jour sur un sujet qui est effectivement cette question du périscolaire, mais en général, on voit que depuis plusieurs mois, il y a une thématique, depuis le début de l'année, en fait, il y a une thématique qui revient très fortement, que ce soit sur la question de l'aide sociale à l'enfance, du périscolaire parisien ou de l'affaire Epstein même. On voit que la question de l'enfance est revenue un petit peu au centre des débats, la question de la protection de l'enfance, et vous souhaitez donc déposer une proposition de loi pour lutter contre la pédocriminalité. Expliquez-nous. Absolument. Alors elle revient un petit peu dans la tête de l'information, mais c'est extrêmement léger au regard en fait de l'ampleur des affaires concernées. Il faut se le rappeler quand même, hein. Les affaires de pédocriminalité, d'attouchement et de violence sur mineurs, c'est des affaires qui en réalité s'égrènent au fil du temps depuis des années et sur lesquelles on a paradoxalement assez peu de réactions et une omerta qui est très très forte, à l'inverse d'autres affaires. Si vous regardez typiquement, on n'entend pas aujourd'hui tous ceux qui manifestaient, à juste titre, dans le cadre de l'affaire Pellico. Vous ne les entendez plus aujourd'hui sur un sujet qui est d'une ampleur qui concerne, qu'on peut qualifier, à mon avis, de scandale de la décennie, en réalité, sur la mairie de Paris, parce que concerne la mairie de Paris. Donc, il y a une omerta là-dessus, parce que ça ne correspond certainement pas à l'agenda de certains militants. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour mieux protéger nos enfants. Alors, pourquoi vous parlez de scandale de la décennie pour le périscolaire parisien ? C'est-à-dire que, selon Emmanuel Grégoire, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des recrutements qui se sont faits un peu en pagaille, et puis il y a eu des erreurs parfaitement regrettables, mais dans le fond, maintenant, tout va s'arranger. Écoutez, 84 établissements concernés par la procureure de Paris, une vingtaine d'écoles primaires, une dizaine de crèches. Rien qu'hier, 16 interpellations, dont une ATSEM qui actuellement est en garde à vue. Un système qui a été décrit comme un système d'omerta où on déplace les agents et où on n'informe pas les familles concernées et qui donc en fait perpétue le problème. Je pense qu'on est sur un sujet de système et pas sur un petit réglage à la marge. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par sujet de système ? Vous pensez que, par exemple, Emmanuel Grégoire a une responsabilité justement dans cette situation ? Eh bien, la procureure de la République et les juges le diront, certainement, sauf si l'affaire est étouffée. Ce que je constate, c'est qu'en 1977, les intellectuels de gauche signaient une tribune pro-pédophilie dans Libération. En 2026, on a une mairie de gauche qui, vraisemblablement, a couvert des activités de violence sur enfants et de pédophilie sur enfants pendant des années. Oui, et d'une certaine manière, même on pense à la personnalité de Jack Lang qui a été plusieurs fois mise en cause à ce niveau-là, notamment évidemment dans le cadre de l'affaire Epstein. Vous pensez qu'il y a une sorte de lien entre justement une certaine intelligence de gauche et puis la pédophilie ? Je ne sais pas, en tout cas, je constate qu'il y a une tendance qu'on retrouve fréquemment et que là où on devrait avoir un travail justement pour montrer patte blanche, pour être irréprochable, on ne les entend pas ou au contraire, on voit qu'il y a une tentative d'étouffement des affaires. On ne les a pas entendus non plus sur l'affaire Cottineau, qui est une affaire dramatique, encore une fois. Les mêmes qu'on entendait sur l'affaire Pellico qui manifestaient, etc., on ne les a pas entendus sur l'affaire Cottineau parce que peut-être c'est pas la bonne victime ou c'est pas le bon coupable. Là, on ne les entend pas sur les affaires de pédophilie qui sont énorme à l'échelle parisienne, mais pas qu'à l'échelle parisienne. On a eu un individu à Lille qui a été interpellé aussi récemment. Encore une fois, parce que les victimes, à mon avis, ne sont pas les bonnes victimes pour elles, et les coupables ne sont pas les bons coupables pour elles. Alors moi, je vais vous retourner un petit peu l'accusation. Alexandre Allégret-Pilot, on a quand même très peu entendu le RN et l'UDR sur l'affaire Betaram. Absolument, parce que je pense qu'on avait une volonté ici de tirer un sujet en épingle qui datait énormément, plutôt que de régler des problèmes de façon systématique. Et là, justement, moi j'arrive avec une proposition de loi pour régler les problèmes de façon systématique. Alors expliquez-nous votre proposition de loi, Alexandre Allégret-Pilot. Alors, on va pas rentrer énormément dans le détail, mais on a plusieurs éléments. C'est que on a, comme l'a dit certainement Emmanuel Grégoire, c'est qu'on a des failles dans la vérification des antécédents des vacataires, parce que souvent ce sont des vacataires qui interviennent en titre d'animateur. Et qu'on a en France 3000 recrutements de vacataires par an, et que contrairement à ce qui est fait du côté de l'État, où on a une vérification automatisée du côté de l'État, eh bien, dans le périscolaire, il n'y a pas de vérification automatisée et c'est à la charge de la commune, du directeur d'établissement. Donc, si vous voulez, en général, c'est pas fait. Et on a une pression aussi sur les délais de recrutement, donc en général, c'est pas fait. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, on a une faille sur la mémoire institutionnelle dans le cadre des signalements. Et ça, c'est le sujet d'omerta dont on parlait. C'est-à-dire qu'on va déplacer l'agent
dans un autre établissement, et il n'y aura pas, entre guillemets, de suivi d'historique de la raison pour laquelle on aura déplacé cet agent. La troisième faille, c'est celle de l'information des familles. Les familles parisiennes n'étaient pas informées de la raison pour laquelle on avait déplacé l'agent concerné. Donc ils ne se doutaient pas que potentiellement leur enfant avait subi des attouchements. La quatrième faille, c'est l'absence d'une liste nationale d'exclusion à titre conservatoire. Parce qu'actuellement, vous avez une liste nationale dans le cadre des sanctions, qui sont des décisions de justice, mais vous n'avez pas de liste nationale pour les mesures conservatoires. Ce qui fait qu'un individu qui est mis de côté de façon conservatoire, tout en préservant sa... mais on pourrait dire qu'il y a présomption d'innocence dans ce cas-là. Exactement. Donc vous préservez sa présomption d'innocence, mais ça c'est le principe, comme même si vous avez un harcèlement au travail, vous devez présumer, vous devez mettre de côté, à titre conservatoire, la personne présumée coupable, même si elle ne l'est pas. C'est présomption d'innocence. On peut trouver ça insupportable, c'est la solution du droit français. Eh bien, là, quand vous mettez quelqu'un de côté, rien ne l'empêche d'aller avoir la même activité dans un autre établissement parce qu'il n'aura pas été condamné. Très bien, présomption d'innocence. Pour autant, la mise à pied conservatoire, elle doit fonctionner partout. Oui, et puis ça veut dire d'une certaine façon que tant qu'une personne n'a pas eu son jugement, qui a été réalisé jusqu'au bout, théoriquement, elle peut aller d'établissement en établissement. Exactement, c'est la limite. Et surtout, au-delà de ça, c'est que, autre faille, en général, ça ne va pas jusque-là. C'est-à-dire qu'en général, on va déplacer l'agent, il n'y aura pas de suite judiciaire parce qu'on ne va pas le signaler au procureur de la République. On va dire, OK, là, ça pose problème, on ne veut pas savoir, on déplace l'agent. Donc, on va sur aucun des deux fronts, si vous voulez. On ne va pas sur un front de mise à pied conservatoire réel, et on ne va pas non plus sur un front, disons, judiciaire. À partir de là, ça peut durer 10, 15 ans, ce genre de situation. Vous voyez ? Donc, tout cela, on a de quoi régler le problème. Darmanin lui-même disait qu'il était étonné qu'à la mairie de Paris, il n'y ait pas de vérification automatique des casiers judiciaires. Donc on a des manquements qui sont quand même gravissimes. Que le garde des Sceaux se dise étonné en 2026, pour le coup, moi, ça m'étonne. Le Sénat a adopté une proposition de loi le 5 novembre dernier qui, lui, vise les plateformes, puisqu'on a un individu, il y a quelques jours, qui, lui, a été mis en cause dans le cadre des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes ne vérifient pas l'honorabilité, et donc le casier judiciaire indirectement, des personnes concernées. Ce qui fait qu'on a quelqu'un qui avait été condamné à 5 ans de prison et une interdiction d'exercer en 2020, qui a été recruté à Lille en 2023, donc déjà vous voyez sur les délais, les délais on est toujours sur du bon, qui a été recruté à Lille en 2023 et qui a gardé 18 mineurs, malgré l'interdiction d'exercer, parce que la plateforme en question n'a pas d'obligation de vérification de l'honorabilité. Oui, c'est ça, parce que déjà, il me semble que, si je ne m'abuse, j'étais en train de revérifier ça, mais déjà à la mairie de Paris, en fait, c'est géré par les CASP, des circonscriptions des affaires sociales de la petite enfance, et en réalité, le directeur d'établissement qui recrute le vacataire doit passer par la CASP, mais n'a pas lui-même accès au dossier, contrairement à la CASP, c'est bien ça ? Exactement. Ouais. Donc là, on a un enjeu d'automatisation des vérifications de l'honorabilité des personnes recrutées. Et surtout que techniquement, c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est pas hyper compliqué. Ça rajoute un petit délai. Bon, voilà, ça rajoute un petit délai. Actuellement, l'obligation, elle est limitée à l'aide sociale à l'enfance et au travail sur les enfants de moins de 3 ans. Là, l'idée de ma proposition de loi, c'est d'élargir tout ça à tous les intervenants auprès de mineurs. Alors oui, ça rajoute une petite lourdeur. Mais ça me semble nécessaire. Alors, tous les intervenants auprès de mineurs, ça veut dire quoi ? C'est parce que c'est colonie de vacances, très large, crèche, vous voyez, sport. Dès lors que vous avez des scandales régulièrement dans le cadre du sport. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, en fait, le problème, vous pouvez le traiter de façon globale, de façon assez simple. Autre élément, c'est qu'on a souvent un enjeu temporel, dans la mesure où on a quelqu'un qui est condamné à un instant T, mais la vérification a eu lieu à l'instant T-1. Donc, il continue à exercer sans qu'on l'ait vu parce que la vérification est tombée au moment. Moi, par exemple, quelqu'un qui se ferait condamner après avoir été réembauché ailleurs, ça peut être ça. Ça pourrait être l'exemple. Vous voyez. Moi, ce que je prévois, c'est une vérification régulière tous les 12 mois. Une obligation de vérification tous les 12 mois et surtout une co-responsabilité en cas d'absence de cette vérification. C'est-à-dire que la plateforme ou l'employeur qui doit vérifier, qui ne le fait pas et qui en fait a embauché ou a maintenu en emploi quelqu'un qui ne devait pas l'être dans ce secteur-là, eh bien, est également condamné. Et c'est parce que, alors ça, vous touchez à un autre point qui est quand même intéressant, c'est que, notamment dans cette affaire du périscolaire parisien, mais aussi dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance notamment, personne n'est jamais responsable.
Et ça, c'est quelque chose de très français aussi en général, mais dans le fond, évidemment, on condamne l'animateur qui a réalisé l'acte criminel, mais quand il s'agit de savoir qui l'embauche, en fait, comme ça se perd dans l'administration, comme ça se perd dans toutes les strates, personne n'a jamais à rendre de compte. C'est ça. C'est la beauté de tout ce qui est co-construction, co-responsabilité, etc. Au bout d'un moment, vous avez 25 acteurs, et ce qui fait que vous n'avez plus de responsabilité claire. Vous savez plus qui décide, puisque tout le monde décide. Donc il faut, remettre une chaîne décisionnelle claire, un petit peu plus verticale, et puis deux, quand c'est pas le cas, mettre des co-responsabilités, puisque tout le monde devient responsable dans ce cas-là. Tout le monde prend. Ouais. Voilà. Comme ça, on peut pas se cacher en disant oh non, mais moi, c'est pas moi qui l'ai fait, et puis on était deux à décider. Vous voyez. Je vous propose, Alexandre Agripilo, hier on recevait l'avocat Michel Hammas, qui est spécialiste de l'aide sociale à l'enfance à cette antenne, qui nous parle également de ce sujet du périscolaire parisien. Je vous propose de mettre votre casque, on va écouter 1 minute pour l'entendre parler. Alors en fait, on pensait que c'était bien géré tous collectivement. On dit bon, l'école c'est bien quoi. Effectivement, l'école c'est plutôt pas mal. On s'est pas rendu compte que des administrations ont pris le pas et que l'administration, par définition, c'est un mécanisme qui est pas violent et qui marche pas super bien. Là, on est face à un truc qui a échoué un peu de partout et on n'ose pas dire. Parce qu'ils n'ont pas osé dire. C'est tout simple. 20 000 prostituées, on n'ose pas le dire. Les garçons qui attouchent les enfants dans les cours d'école, le surveillant, on le sait tous depuis longtemps. Il y a quand même cette idée dans ce qu'explique Michel Hammas, que en réalité c'est quelque chose. Là, c'est un thème qui est revenu ces derniers mois sur la scène médiatique nationale, mais un sujet qui date d'il y a quand même plusieurs années, voire plusieurs décennies, et qu'on a toujours mis sous le tapis. Comment on s'attaque à cette question justement de l'omerta ? Alors là, on est sur le scandale. Maître parlait du scandale de l'aide sociale à l'enfance. Oui, en partie, oui. Sur le scandale de la prostitution qu'on retrouve, des affaires de prostitution qu'on retrouve et qui semblent systémiques, entre guillemets, dans ce milieu. Encore une fois, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on a des collectifs militants extrêmement puissants en France, qui sont capables de bousculer l'agenda médiatique sur plusieurs mois, et qui, dès lors que ça touche aux enfants, sont muets. Totalement muets. Ça ne les intéresse absolument pas, alors que ce sont des collectifs qui présentent défendre les victimes, je cite. Mais apparemment, pas les victimes les plus fragiles de notre société, que sont les enfants. Donc, l'enfant a été peut-être un totem. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. L'enfant est mis sous le tapis, entre guillemets, dans notre société. Et alors justement, partons peut-être un petit peu, si vous en avez fini avec votre proposition de loi, mais... Alors juste, j'ai lancé une pétition justement pour pouvoir mettre cette proposition de loi en haut de la pile à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à la signer, elle se trouve sur mon site internet. Voilà, écoutez, on invite les auditeurs à le faire pour si jamais ils souhaitent soutenir ce projet. Autre point aussi, c'est évidemment donc cette question de l'aide sociale à l'enfance, parce que ce que disait aussi Michel Hammas, c'est que c'est quelque chose de global, c'est pas seulement le périscolaire parisien. En réalité, c'est un problème qui touche tant effectivement à l'éducation nationale en général, qu'à aussi cette question donc, de l'aide sociale à l'enfance sur laquelle je voudrais vous emmener. Donc l'aide sociale à l'enfance, Maître Hammas l'expliquait, c'est quand même 20 000 enfants qui sont prostitués. C'est des cas de violence permanente, de viol, de trafic de drogue. C'est des conditions qui sont absolument déplorables. Et en plus, ce sont des adultes souvent qui rentrent de manière défaillante donc dans la société. Comment on fait pour s'attaquer à ce problème-là ? Comment on fait pour avoir une nouvelle politique de l'enfance qui touche aussi ces enfants de l'ASE ? Ça va être extrêmement dur pour plusieurs raisons. Premièrement, on a des personnes... Alors, fort heureusement, ça reste une minorité, mais il suffit d'une minorité pour tout planter. On a des personnes qui, aujourd'hui, travaillent dans l'aide sociale à l'enfance, qui y sont parce qu'elles sont aussi attirées par des profils mineurs. Vous voyez, Pierre-Alain Cotineau, typiquement, il faisait de la garde d'enfants, il était famille d'accueil, je crois, typiquement. Bon. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est, on va pas se mentir, les profils d'enfants qu'on retrouve à l'aide sociale à l'enfance, ce sont déjà des enfants qui ont été extrêmement exposés à des milieux extrêmement problématiques, qui ont rencontré des difficultés d'ordre physique, d'ordre psychiatrique, d'ordre social, qui sont terribles.
Et donc, vous avez, si vous voulez, la recette parfaite pour avoir une explosion totale avec, de la pédophilie, du viol, de la prostitution, de la drogue, parce que le milieu social d'origine est déjà extrêmement dégradé. Extrêmement dégradé. Donc, c'est vraiment très, très difficile, à mon avis, de redresser la barre. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut mettre énormément de moyens et scruter ça avec énormément de rigueur parce qu'on part avec des profils qu'on agglomère par ailleurs qui sont extrêmement fragiles. Vous avez une fragilité de ces enfants qui est gigantesque. Vous, à l'UDR, vous voulez massivement couper dans les dépenses publiques en général. Ça, ce serait une des causes, quelque part, sur laquelle vous accepteriez de mettre plus de moyens ? Alors, mon collègue Olivier Fessa a travaillé sur ce sujet. Et typiquement, il pense que, j'en ai discuté un peu avec lui, il y a un besoin de recentrer un peu la dépense. On a demandé aux représentants de l'aide sociale à l'enfance la décomposition des bénéficiaires de cette aide sociale à l'enfance en fonction de leur statut, notamment en fonction de leur nationalité. Vous voyez, pour savoir si l'argent va aux petits Français ou va pas du tout aux petits Français et qu'en fait, on a un déversoir, typiquement, dans notre pays. Eh bien, on n'a pas pu avoir la donnée. D'accord. Ça, c'est intéressant, non ? Ouais. Impossible d'avoir la donnée. Donc ça veut dire que parmi les enfants qui actuellement sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, potentiellement pourrait y en avoir une partie qui serait même pas des enfants français. La question se pose de la cap. Ouais. On nous explique qu'on a un système qui est extrêmement fragile et qui en plus explose en termes de volume. Bon, si vous avez des finances publiques extrêmement dégradées, vous regardez ce qu'il en est de ce volume pour pouvoir mettre plus de ressources par enfant. Si vous constatez que ce volume est totalement sclérosé, vous essayez d'agir pour régler ça, quoi. Et pour cela, vous demandez les données que vous n'avez pas. Et alors, il y a un point quand même, c'est que, laissons un point d'interrogation en tout cas sur ces données, mais en attendant, vous avez parlé beaucoup de la question des vacataires. D'une certaine façon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a presque un effet McKinsey, j'ai envie de dire, dans cette affaire du périscolaire parisien, mais même en général de l'ASE, dans le sens où on a moins d'agents de l'État qui sont pas suffisamment payés, et donc on se retrouve à recruter des vacataires qui sont pour beaucoup évidemment plus problématiques, moins formés. Je crois qu'il suffit de passer le BAFA pour effectivement être animateur dans le périscolaire parisien. Enfin, c'est le ticket d'entrée est extrêmement facile, et en réalité, il y a quand même, ça montre quelque chose aussi d'assez français dans le sens où quand on démantèle trop aussi certaines structures étatiques, on en arrive justement avec des services particulièrement dégradés. Oui, absolument. Ça pose la question de la place de l'État dans tout ça. Alors à l'UDR, on a un ADN assez libéral et on veut réduire l'implication de l'État hormis la dimension régalienne et hormis le sujet sensible. Là, je pense qu'on est dans un sujet sensible. Par ailleurs, si on a une loi qui cadre bien les choses, vous pouvez avoir des vacataires dans la mesure où ils sont bien encadrés. Pas besoin d'avoir le statut de fonctionnaire pour être bien encadré. Parfois, bien au contraire. Vous savez, chez les fonctionnaires, le harcèlement, c'est quand même un sport national. Donc, il y a une ligne de crête qui existe sans avoir nécessité d'avoir le statut d'agent public, à mon avis. Et alors là, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de on va dire la pédophilie par la pédocriminalité par le bas. Il y a aussi une pédocriminalité par le haut qui existe en France. On a entendu parler notamment avec l'affaire Epstein. Vous en pensez quoi du fait que justement, par exemple, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a refusé une commission d'enquête à ce sujet. D'ailleurs, c'est la France insoumise qui s'est mobilisée là-dessus, plus que le Rassemblement national, l'UDR ou autre, ce qui a surpris une partie de nos auditeurs notamment qui demandaient où ils sont sur ce sujet. Alors, moi j'ai une lecture très personnelle là-dessus, peut-être que ça n'engage pas l'UDR ou le Rassemblement national, mais la réflexion que je me suis faite, c'était on a une problématique qui est essentiellement américaine. Je ne suis pas convaincu que l'affaire Epstein concerne considérablement la société française. Le deuxième pays, c'est pas la société, mais le deuxième pays le plus important dans tous les réseaux Epstein, c'était justement la France quand même. C'était là qu'il avait son appartement, c'est là qu'effectivement il faisait, c'était sa base pour l'Europe. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je pense que c'est une affaire qui relève du judiciaire. On est bien au-delà de la commission d'enquête. On est sur une commission d'enquête judiciaire. Il doit y avoir une saisine de la justice. Donc
pour moi, on n'est pas sur la compétence législative. On n'est pas sur le contrôle de l'action du gouvernement, là. C'est au juge d'agir. C'est beaucoup trop avéré. Je veux dire, là c'est avéré. Les faits sont avérés. Donc, savoir si les faits sont avérés ou pas, c'est pas à nous de le savoir. Non, c'est à des enquêteurs qui ont des moyens d'enquête qui sont bien au-delà des moyens d'enquête d'une commission législative. Les commissions législatives, ces moyens d'enquête, c'est d'appeler des gens, de les faire venir, de leur poser des questions. Bon, c'est extrêmement léger. Un procureur, un juge d'instruction peuvent faire des perquisitions, peuvent faire énormément de réquisitions s'ils le veulent. Donc, ils ont un accès à des données qui n'ont rien à voir. Et puis après, ils peuvent donner des suites judiciaires, ce que l'Assemblée nationale ne peut pas. Donc, je pense qu'on est sur un autre domaine, en réalité, là-dessus, sur la dimension Epstein. Vous voyez nous, là, sur quoi je travaille, c'est comment on peut modifier le cadre, le corpus juridique, et donc nos règles communes, pour pouvoir ne plus avoir ces problèmes à l'avenir. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà la réflexion que je me suis faite. Pour le coup, effectivement, il y a cette notion de effectivement prévenir, pour le coup, pour ne plus que ça arrive, mais également de condamner ce qui a déjà pu se passer, notamment ce qui a pu se passer. Et justement, je pense que dans l'affaire Epstein, évidemment, bon, alors il y a eu beaucoup d'élucubration aussi, il faut le dire, hein, beaucoup de bruit qui a été réalisé autour de cette affaire. D'un autre côté, je pense que ce qui a choqué pas mal de personnes, c'est aussi cette idée qu'il y avait des personnes qui pouvaient vivre vraiment au-dessus des lois, et non pas dans les marges comme un Pierre-Alain Coutinho par exemple, mais des gens qui pouvaient vivre complètement au-dessus des lois et se créer des réseaux internationaux. Et là, encore une fois, je reviens sur des personnalités comme Jean-Luc Brunel ou Jack Lang ou Caroline Lang, sa fille. Le fait que ça existe à ce niveau-là, il y a de quoi choquer quand même pas mal de la population, non ? Oui, c'est extrêmement choquant. Mais vous avez des gens qui sont de facto au-dessus des lois. En France aussi. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, justement, on parlait de la GPA dans l'entretien précédent avec... il y avait tellement de personnes que je ne vais pas faire la liste, mais on parlait de la GPA. En réalité, même, on voit que sur ce sujet aussi, des personnalités médiatiques un petit peu célèbres, etc., ou même politiques. On pense à Gabriel Attal qui annonce à vouloir un enfant avec Stéphane Séjourné quelques jours après avoir annoncé vouloir proposer la GPA. Dans le fond, il y a quand même une promotion d'un acte illégal aujourd'hui en France par des personnes qui justement ont les moyens d'acheter des enfants. Ouais, c'est totalement désinhibé. Effectivement, on a un présentateur télé, je crois que c'est Christophe Beaugrand, qui fait la promotion de la GPA et qui assume publiquement avoir eu recours à la GPA alors que c'est interdit dans notre pays et que c'est une fraude à la loi. Techniquement, c'est une fraude à la loi. Il assume cela sans aucun problème, il en fait la promotion et c'est intolérable. Je considère que c'est intolérable. Et vous verrez, enfin moi je veux pas stigmatiser, mais c'est toujours des socialistes. On se retrouve toujours avec ce profil socialiste où on est entre copains, on a noyauté tout le système, et puis après c'est open bar. Alors après on va faire des grandes condamnations publiques, mais sinon c'est open bar d'ici là. Jack Lang, vous voyez, tout le monde lui tombe dessus, Jack Lang tout d'un coup là. Bon, alors que présomption d'innocence, tout le monde lui tombe dessus. Mais pendant des années, personne ne lui tombait dessus. Et puis à un moment, ça va se déclencher, il va y avoir une petite vague, et là tout le monde va témoigner. Typiquement, alors là, c'est bon. Patrick Bruel aussi, d'une certaine façon. Voilà, tout le monde va témoigner parce qu'on va se dire c'est bon, c'est devenu rentable. Maintenant, je rentabilise en me posant en victime, alors pendant des années, je me rentabilisais en faisant l'inverse, en étant complice en réalité. Vous voyez, tout ça, à chaque fois, il y a toujours une bascule à un moment. Vous êtes complice, et à un moment, ça devient rentable d'être la victime et d'aller poignarder celui dont vous avez bénéficié en réalité. Hop, et vous vous posez en victime. C'est fatigant. Merci Alexandre Allègre-Pilot d'avoir été avec nous ce matin. Donc on rappelle votre proposition de loi donc contre la pédocriminalité. Donc vous avez une pétition à ce sujet sur votre site, on le rappelle. Merci d'avoir été avec nous pour traiter de tous ces sujets. On vous dit à très bientôt ici sur Ligne de Droite. Merci.